Voyager des Vosges jusqu'au lac Léman, c'est parcourir 350 km, en passant par le massif du Jura et les grands lacs suisses. Un itinéraire qui évoque le passé mouvementé de ces territoires aux frontières de la France. Un voyage au cœur des paysages spectaculaires du Jura qui raconte l'histoire de la Terre, jusqu'aux rives des lacs suisses façonnés par les hommes. Notre périple commence sur une route du massif des Vosges. Une montagne qui étend ses sommets boisés sur un axe nord-sud, à cheval entre la Lorraine et l'Alsace. C'est ici que sont nées au début du XXe siècle des voitures de légende, les Bugatti. Caroline est la petite fille d'Ettore Bugatti, le fondateur de la marque, installé à Molsheim. Au volant d'une Type 40 de 1928, elle nous fait découvrir les routes sur lesquelles ces voitures étaient testées. J'ai toujours beaucoup de plaisir d'être au volant d'une Bugatti, mais en plus se plonger quelques 80 ans en arrière et avoir l'impression d'évoluer à l'époque où ces voitures ont été créées. Le paysage, les routes, le peu de circulation qu'on y trouve s'y prête vraiment très bien. Caroline est amoureuse de sa région. Dès qu'elle peut, elle sillonne ses routes à la recherche de nouveaux itinéraires pour faire découvrir les Vosges aux visiteurs. L'optique, c'est que les gens repartent d'ici tout simplement en ayant envie d'y revenir et en se disant, bien voilà, on a découvert dans ce massif des Vosges des petites routes qu'on ne connaissait pas et on a envie d'y revenir pour pouvoir s'y attarder un peu plus longtemps. C'est ça aussi, faire découvrir sa région. Ce matin, son parcours commence dans le nord du massif, à quelques kilomètres du sommet du Donon. Couronné par un temple néoclassique à 1000 mètres d'altitude, sa situation dominante en a fait un lieu de culte depuis le néolithique jusqu'à l'époque gallo-romaine. Un grand nombre de voies anciennes passaient par le Donon et les crêtes des alentours, comme au Champ du Feu. Sa tour belvédère est le symbole de ce haut lieu de l'astronomie. Je viens de passer il y a quelques minutes le col de la Charbonnière et j'arrive sur le Champ du Feu, le sommet le plus haut du Bas-Rhin et qui se situe à 1099 mètres d'altitude. Le Champ du Feu a été une voie de passage entre la plaine d'Alsace et les Vosges, traversée par une ancienne voie romaine. Ce paysage, c'est le paysage typique de ce massif des Vosges, à la fois forestier, à la fois très découvert comme ici. C'est cette alternance de forêts, de prairies, de zones beaucoup plus rocheuses qui fait le charme de ces routes du massif vosgien. Caroline Bugatti poursuit son voyage. Après 80 km, elle entre dans le parc naturel des Ballons des Vosges. C'est ici que se trouvent les parties les plus élevées de ces montagnes anciennes.
Le Grand Ballon en est le point culminant avec ses 1400 mètres. Un radar couronne aujourd'hui son sommet. Moi, je suis très attachée effectivement à ce petit coin des Vosges, puisque moi j'habite côté alsacien dans le massif des Vosges. Et j'aimerais donc faire découvrir des routes aussi qui s'adaptent à ce type de voiture, parce que c'est vrai que ce sont des voitures anciennes. L'idée, c'est de trouver justement des endroits où il y a peut-être un peu moins de circulation que sur des axes principaux. Caroline emprunte maintenant une route unique en France, à cheval entre la Lorraine et l'Alsace. Elle a été créée en 1914 par les services du génie militaire français. On l'appelle la route des crêtes. À l'époque, cette voie stratégique dessert les lignes à l'arrière du front. Aujourd'hui, ces 80 km en font une promenade spectaculaire le long du massif. Cette partie très dégagée permet avant tout d'avoir une vue imprenable sur l'ensemble de ce massif. On a presque l'impression d'être ailleurs que dans le massif des Vosges par endroits. On pourrait s'imaginer en Écosse, on pourrait s'imaginer dans tout plein d'autres lieux. C'est ce qui est aussi assez merveilleux, c'est cette diversité de paysages et de végétation. En descendant des Hauts-de-Vosges, Caroline atteint l'autre voie légendaire de la région, la route des vins d'Alsace. « 180 km à travers ce vignoble situé entre la plaine du Rhin et le massif. Exploité dès l'époque romaine, c'est au Moyen-Âge que les moines lui donnent une réputation reconnue dans toute l'Europe. Les plus remarquables villages viticoles bordent la route, comme Rijkwier. Cette cité médiévale est toujours entourée de ses remparts. Ils étaient surveillés depuis cette tour-porte de 25 mètres, édifiée pour impressionner l'ennemi. Car il fallait protéger le trésor de la ville, le vin, élaboré au sein de ces maisons vigneronnes. Plus loin, le village d'Andlau. Son vignoble s'épanouit sur des coteaux très pentus, aménagés en terrasse. En alsacien, on les appelle des cachetes. Du nord au sud, la route traverse des centaines de domaines viticoles et 49 grands crus. Alors là, par exemple, voilà, on a à la fois la vue sur le vignoble alsacien, la plaine d'Alsace et tout au fond, droit devant, les montagnes côté Allemagne. Voilà, ça fait partie du genre de paysage, de lieux, d'endroits qu'on a envie de faire découvrir aux autres et que j'apprécie effectivement tout particulièrement. Et sur notre droite, là-bas, les Vosges. Caroline quitte le vignoble alsacien pour revenir dans le massif et finir son voyage par un jardin singulier.
Nous sommes à Bansapt, dans le département des Vosges. Richard Garnier fait découvrir à Caroline ce véritable lieu de mémoire. Car ce parc a été aménagé sur le site même d'une fameuse bataille de la Première Guerre mondiale, la bataille de Fontenelle. Là, sur ta gauche, tu as 3 gros chênes bicentenaires qui étaient bien là avant les premiers conflits de la Première Guerre mondiale, conservés en bon état. C'est ce qui donne l'ampleur et la colonne vertébrale du parc. Et effectivement, malgré les conflits, parce que là, on se retrouve dans la tranchée, en fait. Hein. Tout à fait. Là, on est vraiment sur le principe de la tranchée. 2 armées figées, cachées dans les tranchées, qui s'affrontaient avec comme frontière, axe, le village. Donc les bombardements partaient d'ici, allaient sur le haut du village, donc la Fontenelle renvoyait ici, et le village prenait de temps en temps, même quasiment tout le temps, les impacts et les résultats des obus. Ouais. C'est vrai que associer en fait la végétation qui à l'époque de toute façon entourait cette tranchée, c'est une très belle chose quoi. C'est conserver un peu de l'histoire tout en embellissant aussi les lieux quoi. On va arriver dans la carrière de grès qui a été conservée aussi dans le même principe pour garder un petit côté historique. Cette petite carrière de grès rose a fourni la pierre typique des Vosges du Nord pour reconstruire certains édifices du village voisin. Ça fait partie du patrimoine de Bansapt. Bansapt étant rasé, la carrière a contribué à la reconstruction du village. On se devait justement de bien la nettoyer et de l'exploiter. Richard Garnier a repris ce jardin en 2013. Il y entretient des espèces adaptées au climat vosgien. Là, je vais vous présenter l'être blanc, un sujet très intéressant de par son port, à petites feuilles et qui pousse qu'en très haute altitude, à 2000 mètres. Alors là, qui pousse pour le coup, parce qu'on est à moins de 600 mètres. À moins de 600 mètres. Voilà, c'est ça. C'est qu'il doit bien se plaire. Hein. Tout va bien. Ce jardin a été créé par un passionné de la région. Le paysagiste, lors de la réalisation du parc, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait choisir des végétaux qui étaient déjà adaptés naturellement. On est en moyenne montagne, 600 mètres d'altitude. Donc ici, on retrouve le cerisier du Tibet, le hêtre blanc. Ce sont des essences qui sont déjà adaptées naturellement à l'altitude et aussi aux 2 grosses saisons, l'été et l'hiver. Donc l'été très chaud, sec, et l'hiver froid et rude, limite enneigé. Calune est classé jardin remarquable depuis 2010. On rentre dans ce jardin et on découvre en fait à chaque étape, c'est de l'émerveillement, c'est un côté féerique. Les Vosges étendent leur sommet sur 14 000 km². De cet océan de forêt surgit une multitude de châteaux forts. Car la situation de ce territoire au cœur de l'Europe a attisé les convoitises dès le Moyen Âge. Le massif est traversé par la frontière allemande au nord et longe la plaine du Rhin. Au Moyen Âge, les Vosges appartiennent au Saint-Empire romain germanique. Tout au long du massif, une centaine de forteresses veillent sur le territoire et les voies de communication, comme le col de Saverne. Le château de Fleckenstein est un des mieux conservés des Vosges du Nord. Il est construit par une famille de seigneurs locaux pour asseoir leur pouvoir. Bâti sur un rocher d'une centaine de mètres de longueur, il domine la forêt du haut de sa falaise étroite. Comme tous les châteaux des Vosges du Nord, il est en partie troglodyte. C'est à l'intérieur de la roche que les hommes du Moyen Âge trouvent la meilleure protection. Par la suite, ils construisent en hauteur sur la plateforme.
Charles Schlosser se consacre depuis 20 ans à sa préservation. Alors, je voudrais vous montrer un endroit d'où on voit vraiment la particularité de ce château, c'est-à-dire cette communion entre le rocher et la partie architecturale qui a été construite par après. Donc nous voyons ici le rocher très imposant puisqu'il fait 25 mètres de haut. Et c'est dans ce rocher qu'on a taillé des pièces, qu'on a taillé aussi l'accès du château primitif, 10e, 11e, 12e siècle, on ne sait pas trop. Et en tout cas, donc, on voit partout dans ce rocher des traces de taille rectangulaire au carré. Et puis par-dessus, sur ce rocher, qui sert de fondation au château du 15e, du 16e siècle, ce qui reste des vestiges du palais, ou alors plaqué contre le rocher également, la tour du puits ou la tour d'accès. Charles Schlosser se rend maintenant dans le cœur du château, à l'intérieur même du rocher. Nous sommes ici dans l'escalier primitif du château, donc 11e, 12e siècle, et on voit très bien partout les traces de taille, au plafond, au mur. Pour ce travail très délicat, on pense que les seigneurs faisaient appel à des mineurs qui avaient, eux, le sens de l'orientation, puisqu'ils travaillaient sous terre, ils étaient obligés de creuser des galeries, donc c'est eux qui faisaient ce travail. Une des salles les plus spectaculaires, la salle de garde, est creusée autour d'un pilier naturel. C'est aussi l'entrée d'un passage secret du château entre la paroi de roche et le mur de protection du XIIe siècle. On a là le mur, la muraille, à ma gauche, au-dessus le rocher, derrière moi, une des deux tours de cette fortification sud. Alors on imagine que ça a été construit, encore une fois, pour améliorer la défense de la partie sud du château. On a des meurtrières à mi-hauteur, ce qu'on n'avait pas avec le rocher. Et puis sans doute aussi pour marquer un peu la puissance de ce château qui, du côté sud, n'avait pas d'éléments de fortification. À partir du XIIIe siècle, les seigneurs du Fleckenstein aménagent la plateforme naturelle pour y bâtir leur logement. L'originalité du Fleckenstein réside dans sa forme, dans la forme du rocher. Comme on peut le constater, en partie sommitale, très étroit. Et donc le constructeur a dû jouer avec la hauteur, donc il faut s'imaginer 3 étages au-dessus de nous. Il a pratiquement utilisé tout l'espace dans sa longueur, et pour la largeur, il a à certains endroits triché un petit peu avec des encorbellements, c'est-à-dire des poutres qui sont posées dans le rocher et qui dépassent dans le vide pour qu'on ait des pièces un peu plus larges. Quand la France reconquiert l'Alsace au XVIIe siècle, le Fleckenstein est en partie dynamité par les troupes de Louis XIV, afin qu'il ne serve plus jamais à l'ennemi. Plus au sud, le massif des Vosges domine la vaste plaine du Rhin. Il forme un rempart naturel utilisé par les seigneurs du Moyen Âge pour contrôler de plus vastes territoires. À bord de cet avion, l'historien Georges Bischoff. Il est un des spécialistes des châteaux d'Alsace. Son vol commence par le Haut-Bar, à quelques kilomètres de Strasbourg. Le Haut-Bar, c'est un château qui contrôle le col de Saverne. C'est le passage le plus facile pour aller depuis le plateau lorrain jusque la vallée du Rhin. Ce col est traversé d'abord par des voies romaines et est resté en activité d'une manière continue jusqu'à nos jours, avec le canal du Rhône-Rhin, la ligne de chemin de fer, la route, tout y est. Ça montre le rôle d'un château qui a été qualifié en 1415 l'œil de l'Alsace. En se dirigeant vers le sud, d'impressionnants monuments se succèdent sur les sommets, veillant sur les villages et l'école.
40 km plus loin, l'avion arrive en vue de l'extraordinaire forteresse d'Andlau. Là, on reconnaît le château d'Andlau et ses 2 tours, et on doit voir le vignoble. Oh, le vignoble, c'est l'or de l'Alsace. L'or, ça se protège. Les châteaux sont issus, outre de la fonction de passage, de la richesse de ces terroirs et peut-être aussi de la richesse minière. Dans la vallée suivante, on découvre l'étonnant donjon octogonal de Lortenberg. Lortenberg, ce qu'il a de merveilleux, c'est un château construit en granit. C'est un château très compact, dont le logis est évidemment protégé par ce donjon massif et par cette chemise qui forme un coin pratiquement inattaquable. C'est un château modèle. C'est le top de ce que l'on peut faire en matière d'architecture militaire autour de 1260. Au loin apparaît le plus emblématique de tous les châteaux alsaciens, le Haut-Königsbourg. Ah, le Haut-Königsbourg, c'est un régal. Là encore, c'est un cuirassé de pierre. Hein. C'est le château qui résume presque l'histoire de l'Alsace. Château qui a été le château d'un duc de Souabe d'abord, d'une famille royale, Frédéric Barberousse. Königsbourg indique bien son nom, le château du roi. Ça a été à l'époque où il n'y avait encore pratiquement pas de château, la tour de contrôle de l'Alsace. La tour de contrôle, ça a permis effectivement à ce duc de Souabe de se rendre maître de la plus grande partie de la région. C'est ensuite un château qui est devenu, comme beaucoup de châteaux des Vosges, à la suite de son abandon ou son semi-abandon, un repère de brigands. À la suite de cette période de déclin, des travaux de rénovation sont entrepris au début du XXe siècle. Il est aujourd'hui le symbole du style gothique germanique. Du haut de sa colline, il domine une autre curiosité, les 3 châteaux de Ribeauvillé. Le plus imposant, c'est Saint-Ulrich. Construit à partir du XIIe siècle, il conserve encore des ruines d'un majestueux habitat seigneurial. 8 km au sud, le vol se termine par un château étroitement relié à son village et au vignoble. C'est l'empereur Frédéric II qui le fait bâtir au début du XIIIe siècle. D'où son nom, Kaisersberg, le mont de l'empereur en allemand. Ce château, là, vous le voyez, il est sur un éperon à l'extrémité du vignoble, dominant de très près la vallée. Mais aussi et surtout, on a rattaché ce château à l'enceinte urbaine de Kaisersberg qui se trouve à son pied, la ville-étape. Le château est en rapport direct avec la route. Et cette route, elle est en train de s'activer. C'est une route qui devient une grande route du commerce international. Sert évidemment de gardien, de verrou, ce qui permet de prélever les taxes. L'empereur mène en quelque sorte une course avec les autres grands seigneurs de la région. C'est à celui qui construira le plus vite un château et qui maîtrisera le plus vite les axes de passage. Tous ces châteaux sont accessibles par des sentiers. Une des caractéristiques du massif des Vosges, c'est son incroyable réseau de chemins. 18 000 km balisés depuis le 19e siècle.
C'est ici qu'est née une des premières associations de randonneurs, le Club Vosgien, créé à l'époque où l'Alsace était sous domination allemande. Nous voici dans la vallée de Münster, porte d'entrée de la partie la plus sauvage des Hauts-de-Vosges. Les crêtes surplombent ici une série de cirques glaciaires vertigineux aux arêtes rocheuses. C'est au creux de l'un d'eux qu'est taillé un chemin légendaire, le Sentier des Roches. Il part du col de la Schlourte pour 3 km de voie, taillée dans la montagne. Alors là, vous voyez que le relief devient de plus en plus abrupt. Donc voilà la première main courante. S'il vous plaît, vous la grippez et vous vous y tenez fermement. Chaque année, 40 000 personnes empruntent le Sentier des Roches pour ses points de vue spectaculaires et ses pentes impressionnantes. C'est un itinéraire historique. Le mouvement Club Vosgien a été créé en 1872. En 1872, on est juste un an après le retour de l'Alsace à l'Allemagne. Il existe déjà en Allemagne une habitude de la marche, un souci de découvrir la nature, de s'y promener, etc. Et c'est ainsi qu'en Alsace et dans les Vosges, grâce à ce stimuli, on a effectivement découvert également la beauté de la nature et qu'on s'est mis à randonner. Les premiers randonneurs sont les notables de la vallée de Münster, qui rejoignent le col de la Schlourte grâce à un tramway. En 1910, le Sentier des Roches est créé de toutes pièces pour pouvoir longer les crêtes sans passer du côté français. À l'époque, son aménagement est un véritable exploit. Aujourd'hui, il est toujours entretenu par le Club Vosgien. Nous arrivons ici dans un passage qui a posé beaucoup de problèmes puisqu'il a fallu effectivement élargir une faille existante, une crevasse, pour créer ce tunnel qui passe à travers un éperon rocheux. La création du Sentier des Roches, en fait, correspond à une véritable construction d'un nouvel itinéraire. Et il a fallu 2 années de travaux qui étaient animés par une quarantaine de bénévoles du Club Vosgien qui ont travaillé ici à la dynamite. Les premiers randonneurs recherchent alors des sensations fortes et le contact direct avec la nature. Voilà, ce petit collet marque la fin du Sentier des Roches. Au bout du sentier, le spectaculaire cirque du Frankenthal. Un lieu de prédilection pour les chamois, réintroduit ici dans les années 50. Dans les Vosges, une tradition perdure, celle des fermiers de montagne. Ici, on les appelle les marqueurs. Ah ben voilà qui se présente bien. Voilà, pour les informer. Au Frankenthal, Étienne accueille le groupe pour un encas. Cette pratique est née avec la randonnée. Aujourd'hui, les fermes auberges se sont répandues dans tout le massif. Au menu, l'assiette traditionnelle de la vallée. Tome, fromage de Münster et lard fumé. Un peu plus loin, le cirque du Forlet. Son lac glaciaire, endigué en 1837, est le plus élevé des Vosges. C'est ici que reprend un peu plus tard la randonnée menée par Frédéric. Tiens, jolie vue sur le lac, là. Ah oui, c'est magnifique, ça. Les crêtes marquaient la frontière quand le territoire allemand s'étendait jusqu'ici. À l'époque, effectivement, le
Le Reich allemand, qui avait pris possession de l'Alsace, effectivement a souhaité matérialiser cette frontière en y plaçant des bords. De ce côté-ci, vous avez un D, ce qui signifie Deutschland, Allemagne, alors que de l'autre côté, vous trouvez le F de France. Cette grande crête des Vosges a constitué la frontière entre l'Allemagne et la France à partir de 1871 jusqu'en 1914. Le sentier longe maintenant la réserve naturelle du Gazon du Fin. Le paysage est typique des landes d'altitude, où les arbres se raréfient, remplacés par les bruyères et les baies. Les randonneurs traversent le site pour se rendre au sommet du Tannay. De là, ils découvrent une vue imprenable sur la vallée de Münster. Chaque fois, il y a un plaisir de revenir surtout sur les crêtes pour voir effectivement les paysages que vous voyez avec nous aujourd'hui. Mais c'est vrai que nous, on apprécie cette ouverture et également notre belle vallée de Münster. Le Gazon du Fin fait partie des fameuses hautes chaumes des Vosges, des prairies d'altitude ancestrale. Un milieu qui couronne les sommets tout au long du massif. Ce paysage est classé zone Natura 2000 car il forme un patrimoine naturel exceptionnel par sa biodiversité et sa flore locale. Ces hauts pâturages sont préservés grâce aux troupeaux qui empêchent la repousse d'arbustes. Au pied du Petit Ballon, dans la vallée de Münster, Michel Schertzinger perpétue cette pratique de l'estive. Ça, c'est la race vosgienne. C'est celle qui est inféodée au massif vosgien et qui a été sauvée par des passionnés dans les années 70. Et je pense que c'est un très très bon choix, car on a une identité locale à travers une activité pastorale avec une race locale qui était en perdition et qui devait faire place plus à des races productives et ainsi de suite. À nous de faire en sorte que ces races continuent à vivre et qu'on se batte pour elles encore. La race est reconnaissable par sa robe tachetée, mais sa carte d'identité, c'est la ligne blanche sur son dos et sur son ventre. Avant tout, sa morphologie est adaptée au relief des Vosges. Elle est un peu courte sur pattes, elle a donc un centre de gravité nettement plus bas et elle est assez musclée du poitrail, ce qui lui confère donc une attitude très très adaptée pour franchir ces massifs qui ne sont pas droits du tout, quoi. C'est pas plat. Quand on voit ça comme ça, on peut difficilement s'imaginer les Vosges sans Vosgiennes. Terre de conquête pour les seigneurs et les rois du haut Moyen-Âge, le massif des Vosges l'est aussi pour l'Église. À partir du VIe siècle, les seigneurs mérovingiens, s'appuyant sur les religieux, quadrillent ces montagnes d'abbayes pour s'en assurer le contrôle économique et spirituel. Bâti à l'emplacement d'une de ces églises d'origine, voici un joyau de l'art roman. L'abbaye de Murbach. Elle est nichée dans une vallée boisée du Piémont vosgien, à quelques kilomètres de Colmar. L'abbatiale est de style rhénan, typique de l'Est de la France et du monde germanique. L'historien Damien Parmentier en connaît les moindres détails.
On découvre le vallon de Murbach, qui est le lieu de cette grande abbaye impériale du XIIe siècle, telle qu'on la voit dans sa façade, des années 1130-1150. Elle est très symbolique et très typique de ce qu'on appelle ici le roman rhénan, c'est-à-dire en utilisant d'abord un matériau local qui est ce grès rose. Cette alternance en fait de grès de couleurs, rose clair, rose foncé par exemple. Les tours carrées aussi qui sont très symboliques en fait de ce roman rhénan, avec les deux niveaux en fait qui permettent d'y placer donc les cloches. Un des autres intérêts de Murbach, c'est cette suite de colonnettes en bas-relief, au singulier décor de visages grotesques et de têtes d'animaux. Mais ce chevet splendide n'est en fait qu'une façade. À l'arrière, la nef a été détruite au XVIIIe siècle. Il ne reste plus que la trace de sa toiture. Damien Parmentier nous emmène découvrir d'autres abbayes dont l'histoire a basculé à la Révolution. Pour cela, il franchit la crête du massif et passe côté lorrain. Là, on se dirige vers le secteur des grandes abbayes lorraines, donc Saint-Dié, Moyenmoutier, Senones et Étival, qui vont être un petit peu le fer de lance de ce qu'on appellera la reconquête catholique du XVIIe et XVIIIe siècle. Il s'agit de montrer la puissance de l'Église catholique face aux versants protestants alsaciens, puissance intellectuelle, puissance spirituelle, et puis aussi puissance économique, on ne le répétera jamais assez. Les abbayes du massif des Vosges, comme partout ailleurs, sont aussi des seigneurs temporels très importants dans le paysage local. Nous sommes sur la route des 3 abbayes, entre les Vosges du Nord et les Vosges centrales. Sur 10 km, pas moins de 3 centres spirituels sont établis le long de cette voie de communication. L'abbaye de Moyenmoutier fait l'objet de travaux depuis 2010, car pendant 2 siècles, ses jardins et ses bâtiments ont été occupés par l'industrie textile. L'industrie textile nous a permis de conserver, en particulier à Moyenmoutier, cette grande façade du XVIIIe siècle, puisqu'elle est des années 1780, et elle permet quand même de voir quelle était la splendeur, la puissance de l'abbaye de Moyenmoutier. C'est quand même parlant, je pense que quand on est dans ce jardin, qui était le jardin des moines avec le verger des moines derrière, il faut imaginer que c'est, jusqu'il y a 3 ans, couvert d'un ensemble industriel qui couvre la totalité de l'ancien jardin de l'abbaye, ce qui est impensable. Pour la première fois depuis près de 2 siècles, la façade monumentale est à nouveau visible. Ce sont des lieux impressionnants. Imaginez qu'à la fin du XVIIIe siècle, cette abbaye-là joue un rôle central en fait, dans le christianisme français et aussi européen. Être dans ces lieux, voilà, il y a du sens, il y a quelque chose derrière, c'est clair. Les jardins de l'abbaye de Moyenmoutier seront bientôt ouverts au public. À 6 km de là, l'abbaye de Senones a subi le même sort que sa voisine. Aujourd'hui encore, des usines occupent ces jardins, mais les bâtiments abbatiaux ont été désertés. Ici aussi, les associations se mobilisent pour que ces lieux soient réhabilités. À l'intérieur, l'escalier monumental témoigne de la richesse de la congrégation. Sa rampe en fer forgé est un chef-d'œuvre de ferronnerie du siècle des Lumières. Dans le palais abbatial, les moulures, les stucs et les parquets ont déjà été entièrement restaurés. Les travaux vont se poursuivre dans d'autres parties de l'abbaye. Nous sommes dans la grande bibliothèque de Senones. Au XVIIIe siècle, elle renferme un véritable trésor. 20 000 volumes que même Voltaire viendra consulter. À la Révolution, les ouvrages sont vendus, mais les murs sont sauvés.
On comprend mieux pourquoi, finalement, ces bâtiments du XVIIIe siècle ont été protégés par l'industrie textile, puisqu'elles ont été rapidement transformées. On avait ces immenses vaisseaux de pierre, solides, donc construits pour durer, on voit, ces bâtiments sont toujours là, et ont rapidement accueilli donc, tout ce qu'il y avait de plus moderne en termes de matériel, de filature. Restauration notamment des peintures, sans doute, et puis d'un escalier pour... Daniel Cacquart veut redonner vie à ses abbayes. Ici, il prévoit une salle de spectacle. Comment on restaure, comment on réhabilite des lieux comme ça? Doit-on garder ou pas la trace de la mémoire industrielle? C'est une question qui peut se poser. Elle fait partie actuellement de la mémoire des gens qui vivent aussi ici. Et ça a occupé à peu près 150 ans de l'activité. C'est une petite partie, mais c'est une partie importante. L'historien Damien Parmentier poursuit son chemin sur la route des abbayes jusqu'au lieu spirituel véritablement mythique des Vosges du Nord. Perché à 750 mètres, dominant la plaine d'Alsace, le mont Saint-Odile. L'éperon rocheux est d'abord occupé par un château avant de devenir un couvent. Plusieurs fois remanié, son apparence actuelle date du XIXe siècle. L'abbaye de Saint-Odile, c'est une abbaye de femmes, ce qui est peu courant dans les abbayes bénédictines du massif des Vosges. Le monastère a été ruiné au moment de la Révolution et il a été reconstitué par l'évêque de Strasbourg au milieu du XIXe siècle pour en faire un petit peu le lieu de pèlerinage de l'Alsace, Odile étant la patronne des Alsaciens. Donc il est fortement emblématique. Tout Alsacien qui se respecte passe au moins une fois dans sa vie au Mont Saint-Odile, mais en réalité beaucoup plus. Et devant nous, donc, l'entrée du monastère. C'est à la fois des cyclistes, des automobilistes, des randonneurs, des motards. Un lieu encore vivant. C'est un lieu très vivant, oui. 1 million de visiteurs se rendent chaque année au Mont Saint-Odile. Ils viennent pour des raisons spirituelles, mais aussi pour le panorama. L'éperon sur lequel est installé le monastère est un ancien castrum franc qui domine en fait la plaine. On comprend l'intérêt stratégique en fait du site. Mais je vais vous emmener sur la pointe qui est plus impressionnante encore. Donc on découvre ici le grand paysage donc, du massif des Vosges et de la plaine d'Alsace. Donc à l'ouest, la zone de montagne avec les vallées successives en fait, qui forment le massif sur le versant est. Au piémont, la zone viticole. Donc on retrouve sur toute la côte alsacienne du nord jusqu'au sud. Et puis si on avance encore vers l'est, on distingue vaguement la forêt noire, donc, qui est le massif jumeau un peu du massif des Vosges avec le Rhin au milieu. Donc on est en Allemagne, juste là à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau. Le couvent est fondé à l'aube du 8e siècle pour Odile, fille aveugle d'un duc d'Alsace. Elle recouvre la vue à son baptême tardif et décide de faire du château de son père un lieu de prière. La basilique de l'abbaye est un haut lieu de l'adoration perpétuelle. Ici, des fidèles se relaient 7 jours sur 7 pour prier. Un des très rares endroits en France où cette pratique est observée. L'église communique avec la plus ancienne chapelle du couvent, un petit trésor roman du XIIe siècle. Damien Parmentier se rend avec le recteur de l'abbaye dans le Saint des Saints, auprès du tombeau d'Odile. Protégé par ce coffrage décoré de grilles du XIXe siècle, se trouve le cercueil d'origine en pierre.
C'est vraiment un lieu aussi fort parce que le sarcophage lui-même est celui de l'époque. Et c'est celui d'Odile. Et c'est celui d'Odile. C'est ça qui est assez extraordinaire d'avoir pu conserver, en fait, in situ, malgré les différentes vagues successives qui ont ravagé le monde. Cette relique, en fait, qui est très forte, hein, même ce tombeau de pierre, hein, qui est très évocateur, en fait, de cette époque dure, qui était l'époque franque. C'est le berceau de chaque Alsacien. J'ai une expression, chaque Alsacien est né au Mont-Saint-Odile. Et chacun y a son cœur, chacun y a son âme. Odile est en quelque sorte l'Alsacienne par excellence. C'est le Mont-Saint-Odile, c'est le Mont Alsace, c'est la vitrine, c'est le cœur de l'Alsace, ce sont les tripes de l'Alsace. Le massif des Vosges se termine au sud par une plaine qui longe la frontière est de la France. Après quelques dizaines de kilomètres, apparaissent les premiers reliefs du Jura, une chaîne de montagnes réputée pour ses nombreuses curiosités géologiques. Il y a 12 000 ans, la rivière Doubs a été détournée par un éboulement. Pour s'écouler, le cours d'eau franchit un dénivelé de 27 mètres. C'est le saut du Doubs, à la frontière entre la Suisse et la France. Depuis le 19e siècle, les géologues viennent ici du monde entier, car sur quelques kilomètres carrés, ils peuvent observer 50 millions d'années de l'histoire de la Terre. Vincent Bichet se passionne pour la formation de ces paysages. On vient de quitter la zone des plateaux, où le relief est assez tabulaire et on arrive dans la partie haute chaîne du massif. Il y a environ une quinzaine de kilomètres de largeur pour 300 km de long. Ce massif en forme de croissant s'est formé il y a 15 millions d'années. Par beau temps, il réserve un point de vue étonnant sur les Alpes et le Mont Blanc. Lorsque les Alpes se sont formées, eh bien, la déformation à la périphérie du massif a généré de telles poussées, de telles contraintes que les terrains du Jura se sont déformés pour former une succession de plis parallèles les uns aux autres. C'est un peu choix, mais je dis toujours que les Alpes vues du Jura, c'est le plus beau panorama du monde. C'est vrai que c'est assez spectaculaire quand même. Hein. C'est un jet de pierre, quoi. Hein. C'est 40-50 km pour arriver sur le massif du Mont Blanc. En se soulevant, la croûte terrestre a créé ce relief en forme d'arc qui va de Bâle jusqu'à Genève. La chaîne est longée par les grands lacs suisses et se termine au lac Léman. C'est vraiment la carte d'identité du Jura, là, entre ces incroyables vallées rectilignes qui sont occupées par les lacs et les villages, et puis ces immenses dômes forestiers. Pour autant, les massifs forestiers sont très habités. Il y a des fermes un peu partout, il y a des prairies un peu partout. Où que l'on soit dans le Jura, on a toujours un regard en fait sur l'homme qui est présent dans ce territoire. Au creux des vallées, ces lacs sont les vestiges des dernières glaciations. Là, c'est vraiment le paysage caractéristique de la haute chaîne du Jura, hein. Le lac des Rousses, juste au-dessus duquel on se trouve, et puis le lac de Joux dans la perspective au loin. Toute cette partie de la haute chaîne a été très marquée par l'érosion des glaciers. Et l'un des héritages dans le paysage de cette histoire glaciaire,
Là, ce sont les lacs qui sont souvent dans les vallées synclinales et dans les creux, là où le glacier a favorisé l'érosion des terrains et abandonné les dépressions qui sont actuellement les lacs au pied des reliefs du Jura. Et là, c'est vraiment splendide. Là. Cette falaise du Mont d'Or permet de dominer le lac de Romoré sur le second plan. C'est vraiment magnifique. Haute de 1460 mètres, la falaise du Mont d'Or est un des sommets du Jura, le point culminant du département du Doubs. Dans ce relief typique du Jura, apparaissent parfois des accidents de terrain. Voilà, donc on survole la cluse du fort de Joux. Et l'origine de cette cluse est un accident géologique, qui est une grande faille transversale à l'axe des plis, comme un espèce de coup de hache à travers le relief du Jura. Évidemment, ces grandes failles sont l'occasion de lieux de passage à travers le massif. Et l'une des plus célèbres est la fameuse cluse de Joux, qui est défendue d'ailleurs par le fort du même nom, le fort de Joux, et qui est un lieu de passage ancestral à travers le massif du Jura. Le vol se termine par le plateau et ses reliefs plus doux. Des promontoires dominent la plaine, comme à Château-Chalon, construit sur son éperon calcaire et au lieu du fameux vin jaune du Jura. À une dizaine de kilomètres de là, un des sites les plus grandioses du plateau. Baume-les-Messieurs, le plus bel exemple au monde de ce qu'on appelle une reculée. Une échancrure creusée par l'érosion sur le plateau calcaire. Donc là, c'est vraiment la reculée typique du Jura avec le village et l'abbaye de Baume-les-Messieurs. Et au fond de la reculée, dominée par les falaises. Et là, on voit parfaitement le paysage de la reculée échancré dans la bordure du plateau. Au sol, Vincent Bichet nous emmène tout au fond de la reculée. C'est ici que surgit la source de la Seille, la rivière qui coule dans le cirque. Dans la plupart des reculées du Jura, ce qu'on appelle les bouts du monde, au fond de la reculée, eh bien, on trouve des sources. Elles sont là parce que dans ces massifs calcaires, il y a des failles, il y a des cassures. Et l'eau qui s'infiltre sur le plateau va pénétrer à l'occasion de ces fractures dans le massif calcaire. Et en quelques dizaines de jours, entre le plateau et la source, l'eau va circuler jusqu'à former ces sources qu'on voit très souvent dans les reculées du Jura. 50 mètres plus bas, le cours d'eau a créé une véritable curiosité géologique. Les eaux de la source se sont un peu réchauffées. À l'occasion de leur parcours souterrain, elles s'étaient enrichies en calcium, en sels minéraux. Et puis lorsqu'elles arrivent à l'air libre, à la faveur de ce petit réchauffement, et puis aussi grâce à la présence d'une végétation très luxuriante, eh bien, il va se former des encroûtements calcaires, comme une source pétrifiante, où la roche va profiter de cette petite chimie un peu particulière autour des végétaux. Et on va avoir la formation de ce qu'on appelle un travertin, qui est une roche calcaire qui se forme souvent à l'exutoire des grottes dans les reculées du massif jurassien. La succession de vasques et les plantes luxuriantes en font un des plus beaux exemples en France de ce qu'on appelle un travertin calcaire.
Les cours d'eau du Jura forment certains des paysages les plus grandioses du massif. À 35 km de Baume-les-Messieurs se trouvent les cascades les plus spectaculaires de la région. Voici celle de l'Éventail, une chute d'eau de 65 mètres de haut. C'est l'une des 31 cascades de la rivière Hérisson. Dans ces eaux pures vit un petit oiseau au mode de vie singulier, le cincle plongeur. Une espèce protégée, 10 couples seulement vivent sur ce cours d'eau. Le milieu est vraiment magnifique ce matin. Soleil et bruine, on est un peu transporté dans un autre monde. Voilà, on reste dans le Jura, mais c'est le Jura qu'on aime. Guillaume part à la recherche de cet oiseau discret. Il vit dans des endroits où l'eau est brassée, comme dans ces torrents. C'est ce qui le rend difficile à repérer. À la première cascade de l'Éventail, aucun oiseau en vue dans ces remous. Un peu plus haut, l'autre lieu spectaculaire du Hérisson, le Grand Saut, surnommé un temps le Niagara jurassien. Je vais aller voir s'il y a du mouvement sous la chute d'eau là. Ça commence à bien mouiller. Bon. Guillaume part s'aventurer derrière la chute de 60 mètres. Car c'est ici, dans les creux de la roche calcaire, que le cincle plongeur aime installer son nid. Et pourtant, pas d'oiseaux ici non plus. Derrière les cascades, ils aiment bien. Au moins là, ils sont à l'abri des prédateurs. Hein, bergeronnettes, cinq plongeurs, évitent les renards, les martres, les lynx, tout ce qui pourrait venir les récupérer, quoi. Et finalement, après 5 heures de quête, l'oiseau apparaît. Ah, le voilà. Perché sur un rocher au bord de l'eau, le cincle est prêt à plonger pour se nourrir. Ce passereau est unique au monde. C'est le seul capable d'évoluer sous l'eau. Cet oiseau exceptionnel a adapté toute son anatomie à ce mode de vie si particulier. Il a carrément sa troisième paupière qui est capable de se fermer et qui lui permet de voir sous l'eau. Il a également les ailes qui se sont un petit peu raccourcies pour ressembler presque à des ailes de pingouin, ce qui lui donne un petit côté pas très à l'aise dans l'air. Et c'est ça qui est un petit peu incroyable chez cet oiseau, c'est d'avoir dans le Jura un oiseau qui arrive petit à petit à ressembler à un pingouin. Nous quittons les zones de plateau et leurs reculés pour nous diriger vers le Haut-Jura. Le relief s'accentue et les sommets prennent de la hauteur. Au XIXe siècle, des industriels se mobilisent pour obtenir la construction d'une des voies de chemin de fer les plus étonnantes de France. La ligne des Hirondelles. Les tunnels succèdent aux viaducs, dont les courbes épousent les flancs des montagnes, jusqu'à 900 mètres d'altitude.
Sur le quai d'Andelot en montagne, Laurent Poupart s'apprête à prendre cette ligne qu'il connaît bien. C'est lui qui a fait l'inventaire de son patrimoine. La voie traverse le département du Jura, du nord au sud, sur 120 km. Sa construction est une véritable épopée qui s'étale sur près d'un demi-siècle. Mais à l'époque, l'enjeu est de taille. Cette ligne-là, elle est indispensable pour Moret, elle est indispensable pour Saint-Claude. On est dans la zone du Haut-Jura où, au milieu du 19e siècle, la neige peut être présente 6 mois dans l'année. Donc les gens sur place n'ont pas moyen de faire de la culture qui leur permette de vivre. Il faut qu'ils aient une activité à côté. Sur Moret, ça a été la fabrication d'horlogerie, après la fabrication des lunettes. Sur Saint-Claude, ça va être le travail de la pipe ou du lapidaire. Et donc ces gens-là importent tout. Pour fabriquer aussi bien les horloges que les lunettes, on a besoin de métal, on l'importe. Et ce sont des villages qui vont tout exporter. Donc pour eux, il est vital d'avoir cette ligne. À partir de 1865, des travaux titanesques sont lancés. Les températures baissent parfois à moins 40 degrés. La neige encombre le chantier. Près de 350 ouvriers travaillent quotidiennement sur les ouvrages. 47 ans après la pose de la première pierre, la ligne est inaugurée. En tout, 36 tunnels et 21 viaducs sont aménagés. Parmi les lieux desservis, les forges de Siam. Le propriétaire construit en 1818 une des perles de la région, la villa de Siam, inspirée de l'architecture palladienne. Plus loin, la ligne entre dans le parc naturel régional du Haut-Jura. Elle franchit son point culminant, le col de la Savine, à 948 mètres d'altitude. Le grand défi de la construction de la ligne des Hirondelles, c'est d'arriver à descendre de Morbier sur Moret. On a 125 mètres de dénivelé. 125 mètres de dénivelé, il faut les caser. Si on a une pente trop importante, les machines à vapeur ne montent pas. Le seul moyen, rallonger la ligne pour compenser la pente en multipliant les lacets. Et là, on a une vue sur la vallée, sur la ville de Moret. Donc on passe en ce moment sur un viaduc qui est un viaduc en fer à cheval. On est dans le vide et on va passer sur le bord du vallon, aller tourner sous le vallon avec un tunnel en fer à cheval et ressortir pour revenir 125 mètres plus bas au niveau de la ville de Moret. L'ouvrage le plus spectaculaire, c'est le viaduc de Moret, d'une hauteur de 40 mètres. Les hirondelles qui passent sous ces arches ont donné son nom à la ligne. Le viaduc de Moret a été dessiné par un grand ingénieur, Paul Séjourné. Sa trouvaille, l'allègement des piles par ses ouvertures. À l'époque, la technologie des ouvrages d'art est en pleine mutation. Pour la construction des viaducs, il y a l'école Eiffel où on va faire du tout métal et il y a l'école Séjourné où on va faire plutôt de la pierre. Si on construit en métal, le métal, son état naturel, c'est l'oxyde. Donc on va être toujours en train de faire de la maintenance dessus. Si on a fait un viaduc en pierre, une fois que la pierre est posée et bien posée, elle ne bouge plus. Grâce au chemin de fer, Moret devient la capitale de la lunette au début du XXe siècle. Dans la ville, un bâtiment témoigne de l'importance de cette industrie. C'est l'école d'optique, construite en 1933. C'est encore aujourd'hui le premier lycée de France d'optique. Ici aussi, le défi de l'architecte a été de construire en tenant compte de la pente de la vallée. Quand on entre dans cette école, la première chose que l'on voit, c'est cet escalier qui n'en finit pas, qui fait 240 marches, et dont la raison d'être est l'exiguïté de la vallée. On est dans une vallée encaissée. Donc l'architecte Paul Gadet n'a eu qu'une solution, la mettre le plus près possible du centre-ville, mais la mettre sur la pente. Et on a un dénivelé d'une 40aine de mètres entre le haut du lycée et le bas, et ce dénivelé a été occupé par cet escalier immense, donc qui fait 240 marches. Le décor intérieur fait la part belle à la mosaïque et aux ferronneries art déco.
Mais avant tout, l'architecte Paul Gadet souhaitait un bâtiment moderne et fonctionnel. Il utilise alors le béton armé, rend les structures visibles, aménage de grandes baies vitrées. À une vingtaine de kilomètres de Morez, le voyage continue vers un des paysages les plus spectaculaires du département. La région des lacs du Jura français. Un chapelet de plus d'une quinzaine de plans d'eau d'origine glaciaire. Le lac de Chalin, le plus grand, recèle les vestiges de cités lacustres vieilles de 5000 ans. Mais l'un des plus étonnants, c'est le lac d'Illet. Son littoral blanchi par le calcaire lui donne des allures de lagon. Il est 6 heures du matin. Et là, il n'y a vraiment pas un bruit, hein, c'est impressionnant. L'approche vraiment silencieuse. C'est l'heure préférée de Vincent Bouvray pour venir sur ce lac avec son canoë. Ce matin, il emmène un ami photographe découvrir ses beautés au lever du soleil. J'ai ce privilège de pouvoir en fait venir le matin très tôt et de profiter voilà, de ça relativement souvent, hein, voire 2-3 fois peut-être dans la semaine, avant d'attaquer le boulot, avant d'aller soit dans les bois ou à l'atelier. Voilà, on a le privilège de pouvoir accéder à ces lacs rapidement. Donc c'est magique, ça n'a pas de prix. C'est vrai que c'est un lieu fantastique au niveau des différents éclairages. À ce moment-là de la journée, on voit le soleil qui commence à pointer son nez par endroits. Il y a la brume qui est présente. C'est un mélange de différentes couleurs, lumières, de tons. Puis c'est d'un calme époustouflant. Quand je te disais en rigolant, la cabane du Conodo. La cabane voilà. est fantastique. Ouais, non, mais là, il y a une ambiance. Ouais, avec le pilotis qui est devant. Vincent construit des bateaux en bois. Ce canoë s'inspire des modèles canadiens. Il y a le côté Robinson, de découvrir des endroits qui sont quasi inaccessibles, quoi, même avec des barques ou des choses comme ça où on ne peut pas y aller à cause des tirants. Et c'est vrai que le canoë, avec un tirant d'eau de 6 cm, ça nous laisse des accès où certaines personnes ne vont pas, quoi. Les lacs et les forêts sont les trésors naturels du massif jurassien. C'est de là que provient le bois des bateaux de Vincent. Ce qui est beau aussi, c'est qu'on travaille vraiment qu'en filière courte. Quand on voit ce que ça donne, bah, ça amène juste le respect déjà, au moins pour ces arbres, voilà, pour cette matière. Pourquoi aller chercher ailleurs, quoi. Donc on va aller voir les nénuphars. Ouais. Ok. Bon, on les voit déjà d'ici. Au niveau de la faune et de la flore, il est exceptionnel parce qu'il est encore préservé. Il n'y a aucune route, aucun chemin. Il y a des petits chemins d'accès, mais voilà, c'est tout pédestre. Donc c'est des lacs voilà, qui ont la chance d'être préservés. Ah, c'est extraordinaire. Bah, tu vois, rien que pour ça, c'est au moins un moment à vivre, quoi. Un peu plus loin, les brumes s'attardent encore sur certaines parties du lac. Tiens, regarde, on est dedans, tu vois, dans la brume. Là. Voilà, ça y est. Regarde, toi, c'est le nuage dans lequel t'es. Ouais. Bah, écoute,
On verra au développement ce que ça donne. Mais, ouais, voilà. Même les photos sont aussi riches que l'endroit. C'est assez extraordinaire. Ce qu'on peut faire, c'est aller se poser sur le ponton, boire un petit café. À volontiers. Un des lieux magiques du lac d'Illay, c'est l'île de la Motte, le site d'un ancien prieuré du IXe siècle. Aujourd'hui, elle abrite une cabane construite à l'origine pour des archéologues. Un des lieux favoris de Vincent pour prendre son café matinal. On n'est pas bien. On est prêt à faire des fois des kilomètres pour aller à l'autre bout, alors que voilà, des fois on a tout sur place. Donc... Pour fabriquer ses canoës, Vincent recherche les bois dans les forêts qui entourent ces lacs. Je cherche un bois en fait qui a poussé très lentement et régulièrement. Il y a le côté magique de se dire voilà, ça c'est un magnifique bois parce que il est tenu, il a un flux régulier, donc il a poussé régulièrement. C'est retenu droit par rapport à la lumière, donc il tient son flux, ce qu'on appelle. Donc du coup, voilà, pour moi, quand je vois des bois comme ça, je me dis ouais, ça y est, ça peut être un beau bois. Voilà pour les bateaux. On va essayer de l'envoyer par terre. Puis si ça va pas, on ne pourra pas le remettre debout. Pour ses canoës, Vincent utilise le cœur de l'arbre. Dans le Jura, l'aubier, cette partie entre l'écorce et le bois, est réservée à la fabrication des sangles du fameux fromage, le Mont d'Or. Une fois qu'on a enlevé cette écorce, il faut éviter de laisser le plus d'écorce brune. Donc s'approcher le plus possible de l'aubier. Donc voilà, après, on appelle ça une cuillère. En fait, on va s'amuser à faire des petites sangles. Le but étant d'arriver à couper en tirant en même temps, afin de laisser un petit peu d'aubier. En fait, ce qu'ils n'aiment pas dans le Mont d'Or, c'est que si vous laissez au bois, ça sèche après. Et en fait, ça pourrait faire un détritus au niveau du fromage. Donc, il faut vraiment garder que l'aubier. Après, voilà, le cerclage du Mont d'Or. Voilà. On se sent plus jardinier vraiment que bûcheron. Voilà, parce que ce qu'on coupe, on va découvrir ce qu'on appelle, donc laisser rentrer la lumière, faire pousser la suite. Et ça sera pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc c'est très important de cultiver et de gérer ça. Vincent a appris son savoir-faire d'un charpentier jurassien, spécialiste des clochers franc-comtois, comme celui qui coiffe l'église de Grande-Rivière, au bord du lac de l'Abbaye, à 17 km du lac d'Illay. C'est ici que Vincent teste ses canoës avec ses clients. C'est presque un objet d'art. Encore mieux qu'un objet d'art parce je peux me promener avec. Contrairement à un tableau qui reste accroché contre un mur, moi je peux naviguer sur les lacs du Jura. Et le fait d'être dans un bateau, on a l'impression de faire partie du décor. À 900 mètres d'altitude, le lac de l'Abbaye est à la limite du Haut-Jura. Il est surplombé d'un côté par les montagnes et bordé de l'autre par les marécages. Nous quittons la région des lacs et poursuivons notre itinéraire vers la frontière suisse, à 30 km de là. Le Jura déroule ses paysages le long de voies qui sillonnent ses reliefs.
Un amoureux des routes panoramiques les parcourt au volant de sa voiture pour en faire découvrir les trésors. Alors là, on est dans le Jura français. On s'approche gentiment de la frontière. Toute cette chaîne du Jura est divisée entre la Suisse et la France. La frontière passe vraiment en son milieu, de Bâle au nord jusqu'à Genève. Il n'y a pas beaucoup de différence quand on regarde comme ça, la nature est la même. D'ailleurs là, on arrive justement à la frontière, donc on voit que on a le petit muret qui fait la frontière ici. Une barrière à vaches qui ferme la route au cas où. Et puis on a la lisière de la forêt qui symbolise la frontière entre la Suisse et la France. Avec de vieilles maisons, on peut imaginer les vieux gendarmes qui étaient là à l'époque peut-être. Donc voilà, on ne voit pas grande différence. Voilà, on est en Suisse, canton de Vaud. Bienvenue en Suisse. C'est par la route que Samuel Collot a d'abord découvert le Jura suisse. J'avais décidé de faire un grand tour de la Suisse en vélo. Et j'étais arrivé à Bâle et j'ai descendu le Jura jusqu'à Genève. Et là, j'ai vraiment été surpris de la beauté de la région. Je ne connaissais pas du tout, moi qui venais des Alpes. Et là, je suis un peu tombé amoureux de ce Jura. Et là, on descend sur la vallée de Joux. Cette petite route descend vers la vallée et son lac, à quelques kilomètres de la frontière. Et nous arrivons au lac de Joux par le pont. Le lac de Joux, il a une particularité, c'est que forcément il est alimenté par une rivière, mais il n'y a aucune rivière qui s'écoule du lac de Joux. Ce phénomène étonnant s'explique par une curiosité typique du Jura. Des sous-sols calcaires où s'infiltrent ici les eaux du lac, du côté de la commune de Le Pont. Joyau du parc du Jura vaudois, le lac est alimenté par la rivière de l'Orne. Elle déploie ses méandres dans la vallée de Joux. Alors c'est une vallée qui est très fameuse pour l'horlogerie. Donc au départ, c'était des protestants français qui ont dû fuir. Les catholiques français sont installés dans la région du Jura, notamment dans la vallée de Joux. La vallée est ainsi devenue le berceau de l'horlogerie suisse. Au XVIIe siècle, ces nouveaux venus s'installent comme paysans en été et artisans en hiver. Leurs habitations ont gardé la trace de cette double activité. Alors là, on arrive dans un village typique de la vallée de Joux, avec beaucoup de fermes horlogères, on va en voir certaines. Ah, par exemple, là, on en a une belle. Là, par exemple, on peut voir qu'il y a des petites fenêtres tout en haut du toit. Alors, il faut imaginer le paysan qui est dans cette ferme-là, et puis l'hiver arrive, ça va durer 6 mois. Comment avoir des revenus? Eh bien, il va utiliser ses compétences techniques en fabriquant des horloges, puis des montres. Et donc, il va ouvrir le mur pour avoir de la lumière. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de ces fermes qui sont avec ces petites lucarnes au sommet. Et toujours de la tôle sur le côté pour protéger du vent froid. Parce que là, on a le vent qui s'engouffre dans la vallée, il fait très très froid l'hiver. À une quarantaine de kilomètres de là, Samuel emprunte la route en balcon vaudois, une des plus belles routes de la région. Elle déroule ses lacets au-dessus du lac de Neuchâtel. Le lac de Neuchâtel, c'est le plus grand lac de Suisse qui est entièrement en Suisse. Il longe le Jura, c'est comme on peut imaginer une gouttière qui longe le Jura. La route qu'on appelle le balcon vaudois, elle est assez géniale, elle monte en zigzag
au sommet de la crête du Jura. Et au fur et à mesure qu'on monte, on voit le plateau qui se dégage, les Alpes aussi, l'autre côté. Alors en Suisse, on a 3 régions naturelles, les Alpes, le plateau et le Jura. Donc le plateau représente 30% de la Suisse, le Jura 10% et les Alpes 60%. Et les 10% du Jura sont un peu oubliés. Et pourtant, c'est vraiment magnifique. C'est authentique. Du haut de la route en balcon, la vue révèle parfois des panoramas à couper le souffle sur les Alpes et le Mont Blanc. En poursuivant la montée, on arrive au sommet des hautes crêtes du Jura. Ici, des fermes d'alpage sont parsemées le long de routes désertes. Alors là, on est au-dessus d'une montagne du Jura. Donc au-dessus, c'est plat. Là, on est à 1200 mètres. C'est les alpages. Et là, on a aussi quelque chose de typiquement qu'on trouve à plusieurs endroits de Suisse et beaucoup de fois dans le Jura. C'est ces blocs en béton qui ont été mis en l'entre-deux-guerres pour empêcher les tanks allemands de venir. Donc on les appelle des Toblerone parce qu'ils font penser au chocolat, ou alors ils ont appelé le chocolat comme ça parce que ça on ne sait pas. Parallèlement à son activité de guide, Samuel anime des cours de photographie. Il emmène alors ses élèves découvrir des lieux spectaculaires du Jura suisse. Dernière étape du parcours. Alors là, on arrive au Creux du Vent. Juste un lieu incroyable. Alors, le Creux du Vent, c'est une curiosité naturelle du Jura. J'aime bien venir là avec mes élèves photo parce qu'ici, on a l'impression que, ok, il y a un muret en pierre, mais une fois qu'on l'a passé, on a un phénomène juste incroyable, avec un cirque de falaises de plusieurs centaines de mètres, une réserve naturelle. Et là, on a du ciel juste génial. Donc, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose de sympa. La roche, elle est toute rose là-bas. Ce cirque vertigineux déroule un impressionnant amphithéâtre de plus d'1 kilomètre de diamètre, creusé par la glace et l'eau au fil des millénaires. Le Creux du Vent est classé depuis 1876 réserve naturelle. En longeant les crêtes, 30 km plus loin, surgit des montagnes l'une des villes les plus étonnantes du massif, la Chaux-de-Fonds. Détruite par un incendie à la fin du XVIIIe siècle, elle est reconstruite à partir de 1835, selon un plan d'urbanisme révolutionnaire. L'objectif est de faciliter au maximum l'essor de l'industrie horlogère. À cette époque, les artisans isolés ont rejoint les lieux d'échange. La métropole va devenir alors un des centres mondiaux de l'horlogerie au début du XXe siècle. Avec sa voisine le Locle, elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors voilà, on est devant cette ville improbable, à la physionomie si particulière, une ville construite par les horlogers pour l'horlogerie. Et cette succession de toitures, cette enfilade de rues et d'immeubles est vraiment caractéristique de cette volonté de faire de cette ville une grande manufacture à elle seule, comme l'a dit Karl Marx.
avec une systématique. On n'est pas dans une ville utopique, on n'est pas dans une ville idéale, on est dans une ville efficiente, avec un concept qui est mis en place de rues le long desquelles vont venir s'aligner les immeubles au gré des besoins, que ce soit des appartements, que ce soit des usines, que ce soit des bâtiments publics. Donc cette ville va se construire comme ça, sur ce simple principe d'alignement, un peu comme un boulier dans lequel on viendrait enfiler les billes au gré des besoins. Dès le départ, la ville est construite avec des avenues larges pour faciliter le déneigement et apporter de la lumière dans chaque bâtiment. Le maître mot dans l'architecture horlogère, c'est la mixité d'usage. Chaque construction a une partie consacrée au logement et une autre aux ateliers. À l'origine, les artisans sont indépendants. Chacun fabrique une partie du mécanisme à domicile. Un négociant fait ensuite assembler les pièces et vend les produits finis sous son nom, c'est l'établisseur. Puis au début du XXe siècle, avec la mécanisation, des manufactures s'installent. À cette époque, plus de la moitié de toutes les montres diffusées dans le monde sont fabriquées dans la région. Cette évolution marque également l'architecture de la Chaux-de-Fonds. Comme sur cette usine construite à la fin du XIXe siècle, flanquée de chaque côté des logements de fonction. On a souvent qualifié cette ville de monotone avec des bâtiments qui se ressemblent tous. C'est vrai que cette architecture est très sobre. C'est dû à la mentalité protestante, mais aussi aux rigueurs du climat. Et pourtant, à l'intérieur, il y a des richesses extraordinaires. Et il ne faut pas se fier aux apparences, il faut oser pousser les portes, oser être curieux. Je vais vous montrer quelque chose. À l'origine un manège à chevaux, ce bâtiment est transformé en 1860 pour créer des appartements ouvriers sur 5 niveaux. En 1902, il est redécoré dans ce style Art Nouveau. On est dans un immeuble vraiment exceptionnel. Il faut s'imaginer, 1850, on construit un grand manège pour les chevaux. L'opération fait fiasco, le bâtiment est vendu aux enchères, et là, un entrepreneur rachète et dans cet immense volume va construire une sorte de palais ouvrier, une sorte d'utopie sociale où vont être accueillies des familles plutôt pauvres, des ateliers d'horlogerie. On est toujours dans cette symbiose entre atelier et habitation. Et ça va créer une sorte de petit quartier, plus de 200 personnes ici vivaient, dans des conditions qui étaient très satisfaisantes compte tenu de leur situation sociale. On voit le soin que cet entrepreneur a mis non seulement dans la construction, mais dans le soin esthétique pour édifier les ouvriers. Voilà un exemple exceptionnel, un palais social. La Chaux-de-Fonds est aussi le lieu de naissance d'un des plus grands architectes du XXe siècle, Le Corbusier. Sur les hauteurs de la ville, il construit sa première maison à 18 ans. Cachée dans la végétation, la Villa Falais s'inscrit dans le style sapin, une version régionaliste de l'Art Nouveau. L'objectif est d'imiter la nature environnante. Les décors et les balustrades évoquent les sapins et les nuages des collines jurassiennes. Charles-Édouard Jeanneret, plus connu sous le nom de Le Corbusier, est encore étudiant quand il signe cette première œuvre. À quelques pas de là, il bâtit 6 ans plus tard, en 1912, une villa pour ses parents, la Maison Blanche. À 24 ans, le jeune homme à gauche sur la photo a fait plusieurs voyages.
il signe ici son premier manifeste. Cette maison, au fond, est pleine de références à ses voyages, plus particulièrement le séjour en Allemagne. Et ce qui va l'intéresser en Allemagne, c'est l'industrialisation, la modernité. Par contre, il va enchaîner avec son fameux voyage d'Orient. Et alors cette maison fait une espèce de mix entre cette modernité allemande et puis la tradition méditerranéenne. Le Corbusier imagine son tout premier jardin suspendu qu'il appelait la chambre d'été. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette maison, c'est qu'elle annonce un certain nombre d'intuitions, de concepts que le Corbusier moderniste va développer. Par exemple, ce jardin suspendu annonce le toit terrasse, hein, la nature qu'on met au dernier étage de la maison. Vous avez vu sur la façade principale cette rangée de fenêtres qui annonce la fenêtre en bandeau. Alors, c'est peut-être les ateliers d'horlogerie, c'est peut-être des éléments de l'architecture vernaculaire des Balkans, mais enfin, vous voyez qu'il mixe tous ces éléments. Alors, on est ici dans le hall d'entrée, un peu sombre, hein, avec cette voûte qui évoque un peu la caverne. Et puis, on surgit dans l'antichambre et la pleine lumière dans le grand salon, la salle à manger. Du point de vue de la construction, c'est intéressant puisque la maison repose sur 4 piliers qu'on devine, 4 piliers massifs en maçonnerie traditionnelle qui supportent la structure de la maison. Les murs extérieurs sont encore porteurs, mais par contre, tout le reste pourrait très bien tomber et on s'achemine gentiment vers ce que Le Corbusier appellera le plan libre. En 14, 2 ans après la construction de la maison, il fait breveter un système qui s'appelle le système domino et qui est aujourd'hui le système quasiment universel de construction. Le Corbusier apporte également une attention particulière aux ouvertures, toutes différentes selon les vues. Alors vous voyez qu'ici, il n'imite pas la nature, mais il crée des liens très spécifiques avec la nature en variant le format des ouvertures, des baies. Hein, ici, il nous montre les crêtes du Jura, donc il essaie d'élargir au maximum sa baie, hein, sans interférence avec des carreaux. Par contre, ici, vous avez aussi une grande baie, mais vous voyez qu'elle est quadrillée. Et l'extérieur est proche et ça fonctionne comme un tableau. Par contre, la fenêtre de la salle à manger, c'est une fenêtre étroite qui crée la perspective et qui nous amène jusqu'au fond du jardin. Mais son tout premier chef-d'œuvre, c'est en ville qu'il le construit pour un grand patron horloger. C'est la Villa Schwab, surnommée Villa Turque, en raison de ses allures de basilique byzantine, son toit plat et ses tuiles vernissées. Edmond Charrière nous en ouvre exceptionnellement les portes. Le Corbusier construit cette maison en 1916, 4 ans après la Maison Blanche, dont il reprend les principes. Quand Anatole Schwab souhaitait faire construire sa maison, il est allé visiter la Maison Blanche et il a dit à Jeanneret, faites-moi quelque chose de proche, mais évidemment beaucoup plus développé. Anatole Schwab étant un riche industriel. Comme dans la Maison Blanche, des espaces plus intimes alternent avec d'autres, ouverts sur le jardin. On retrouve également les différentes formes de fenêtres en bandeaux, à carreaux ou offrant des perspectives sur l'extérieur. Mais ici, Le Corbusier, pour la première fois, imagine un salon à 2 niveaux, qui sera une de ses signatures dans toutes ses maisons. Depuis cette mezzanine, on mesure toute l'ampleur de ce grand salon. On a un peu l'impression d'être sur le balcon d'un théâtre. Il faut avoir à l'esprit qu'ici, on faisait des concerts, il y avait un piano à queue, hein, donc vraiment un espace de représentation, de partage. La Villa Schwab est la dernière œuvre de Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds. Il part ensuite à Paris pour suivre sa carrière.
De l'autre côté de la crête s'étendent les 3 lacs du Jura suisse, tous d'origine glaciaire. Au nord, le lac de Bienne, puis le lac de Morat, avec sa cité médiévale. Enfin, le lac de Neuchâtel, qui s'étend sur 40 km de long au pied du Jura. La chaîne se prolonge encore vers le sud pour arriver jusqu'au lac Léman, le plus grand lac naturel d'Europe de l'Ouest. Cette véritable mer intérieure est traversée en son centre par la frontière franco-suisse. Ces pentes exposées au soleil ont poussé les hommes à s'y installer depuis toujours. Ils ont façonné entre Lausanne et Montreux un des paysages les plus spectaculaires de la Suisse, le vignoble de Lavaux, classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Au XIe siècle, des moines aménagent ces pentes pour développer le vignoble. Ils construisent des kilomètres de murets. François Murisier est expert en viticulture auprès de la confrérie des vignerons de Lavaux. Depuis le Moyen Âge, elle veille à la qualité de la culture du vignoble. Pour faire durer un vignoble comme ça, qui est quand même très difficile à travailler, ça coûte très cher. Donc on aura tendance à diminuer les soins à la vigne pour pouvoir s'en sortir. Donc il y a ce souci de la confrérie et des propriétaires pour dire on assure la durabilité grâce à une conduite bien faite de la vigne. François et un vigneron viennent aujourd'hui contrôler des parcelles. Ils vérifient l'entretien des sols et la santé de la vigne pour s'assurer que l'exploitant travaille correctement. Les premières feuilles, je pense que c'est la feuille un peu déformée. Mais la coloration de feuillage qui est bien, le placement a été fait. Donc je pense que ça c'est 6. Ces visites 3 fois par année, c'est pour assurer le propriétaire, ici la ville de Lausanne, qui va recevoir le résultat dans les jours à venir. Il regarde les notes, il dit « Ouh là là, j'ai un problème avec mon vigneron, cette année je ne sais pas ce qu'il a eu, il n'a pas travaillé correctement ». Ou bien il est très content, donc on peut être garanti que la récolte sera bonne et qu'on va conduire le millésime correctement. C'est extraordinaire de voir qu'à l'époque, on organisait quasiment une petite procession avec tambour, drapeau, pour aller montrer à toute la population qu'il y avait des vignes mal travaillées. Aujourd'hui, on est plus positif, on va faire des fêtes pour primer les meilleurs. Cette pratique de la confrérie permet de préserver ce vignoble au microclimat exceptionnel. On parle facilement ici des 3 soleils, celui qui nous arrive directement sur le sol, celui qui est réfléchi du lac, parce qu'il y a une lumière qui nous arrive, et puis alors l'absorption des rayons solaires sur les murs. Cette chaleur va être redonnée à la vigne durant la nuit, donc cette idée des 3 soleils qui est un joli terme pour qualifier ce vignoble aux 3 soleils. Passionné par l'histoire des vignobles de Lavaux, François a créé ici un lieu unique au monde. Un conservatoire qui rassemble les 19 variétés du célèbre chasselas, car c'est sans doute sur ces pentes que ce raisin blanc est né il y a plusieurs millénaires. Il a constitué cette remarquable collection pour préserver des variétés menacées par la recherche de rendement. On a fait l'erreur peut-être d'aller vraiment vers la sélection idéale pour tous. Aujourd'hui, on revient en arrière, on se dit on a perdu de la diversité, donc on va pouvoir proposer aux pépiniéristes et aux vignerons des types qui ont été abandonnés et dont les gens parlent encore. Partenaire du projet, Louis-Philippe Bovard est la 10e génération de sa famille à exploiter ces terres. Il s'est intéressé à ces variétés qui, au fil du temps, se sont répandues en Allemagne et en France. Parmi elles, le raisin Rose Royale a connu un destin très particulier.
L'itinéraire de ce chasse-là est intéressant, c'est qu'il est parti vraisemblablement de Suisse en ayant un nom de cépage qu'on lui donnait alors. Il s'est arrêté dans le village de Chasselas dans le Mâconnais, et du Mâconnais, il est allé à la cour du roi de France de Louis XV vers 1530, d'après les papiers qu'on a. Où ils l'ont appelé Chasselas parce qu'il venait du village Chasselas. Voilà. Comme souvent, les cépages prennent le nom soit de la personne qui l'a amené ou de l'endroit d'où il vient. La journée se termine par un rituel, la dégustation avec vue sur le lac. Ce vin blanc est issu d'un raisin qui a failli disparaître, le Chasselas Bois Rouge. Moi, j'aime bien ces arômes. Moi aussi. Le dessin, c'est celui qu'on pour moi, le plus intéressant. Le plus intéressant. Alors qu'il a disparu du vignoble, donc on se dit quand même qu'on le garde. Ben voilà. C'est dans son cabanon, appelé ici une capite, que Louis-Philippe a invité François. Un abri pour les vignerons au milieu des vignes. Plutôt que de transporter les outils, ils les mettaient dans leur capite. Mais après, c'était aussi l'endroit où ils se retrouvaient quand ils ne voulaient pas rentrer chez eux. Il y a d'ailleurs une règle intéressante. On dit à partir de quand on peut commencer à boire un verre? Il faut quand même qu'on soit sobre. Oui. Et il y a un bateau qui passe autour des 11 h, voilà. Le premier bateau du matin. Et c'est le signe que tous les vignerons disent: ah, le bateau a passé, on peut boire un verre. Tout le monde connaît qu'est-ce que ça veut dire. Les vignes de Lavaux sont le point de départ de la Riviera suisse du lac Léman. Elle s'étend jusqu'à Montreux et le château de Chillon. Sur les hauteurs des Préalpes, des palaces sont construits à partir de la fin du XIXe siècle. C'est à l'époque la destination de choix des personnalités de toute l'Europe. C'est sur la route du littoral que nous retrouvons Samuel Collot. Il parcourt la Riviera, l'un de ses itinéraires favoris. Alors il faut imaginer que dans les années 20, Montreux c'était des grands hôtels éparpillés avec des prairies entre deux. Et petit à petit, la ville s'est construite autour de ces grands hôtels. Tout au long de la Riviera, des routes permettent de découvrir des points de vue spectaculaires sur le lac, les Alpes et le Jura. Jean-Jacques Rousseau choisit ce décor de rêve pour son roman La Nouvelle Héloïse. Samuel nous emmène découvrir un des plus beaux palaces de la Riviera, à 1000 mètres d'altitude. Voilà, là c'est juste, la vue est juste géniale. Là, on passe sous la ligne de chemin de fer à Crémaillère. Le Copalace ouvre ses portes en 1902. À l'époque, c'est le plus grand et le plus luxueux du pays. Aujourd'hui, il accueille une école hôtelière de renommée internationale. C'est mon hôtel préféré de la région. On est à 1000 mètres d'altitude. Donc déjà, avoir construit à cette altitude-là, il n'y avait pas la voie de chemin de fer. Ils ont construit en 2 ans. Ils ont fait une terrasse de 400 mètres de long pour offrir à la jet set une promenade. Le bâtiment fait 7 étages de haut, avec toutes ces décorations de la Belle Époque, sont juste magnifiques. La construction du palace commence avec sa terrasse panoramique. Car les visiteurs montent jusqu'ici pour profiter de l'incroyable vue sur le lac et les montagnes et de l'air pur de l'altitude. Avec ses tours et ses mâchicoulis, ses tuiles vernissées, l'hôtel évoque des châteaux de contes de fées. La jet set ne s'y trompe pas, et à l'époque, il faut patienter 3 semaines pour réserver une des 280 chambres. Rockefeller, les écrivains Rudyard Kipling ou Sacha Guitry, ou encore des Maharajas, sont des habitués du lieu.
au-dessus de l'hôtel, nous retrouvons Samuel. Il est monté jusqu'ici car ce sommet est un haut lieu de parapente, son sport favori. Alors là, on est sur l'alpage de Sanchot, décollage parapente, 1400 mètres, au-dessus de la riviera de Montreux. Et puis, c'est là qu'on a une vue sur les Alpes d'un côté, puis le Jura de l'autre. Magnifique! Ah, c'est incroyable! Coucher de soleil sur les rochers de Nez. Un petit vol en fin de soirée, c'est trop bon. Et là, le Copalace qui est juste magnifique vue du ciel. Voilà le château de Chillon là en dessous, tout ovale. Et là je me dirige direction l'île de Paix, cette petite île anglaise, il n'y a qu'un arbre dessus. Et ce coucher de soleil, c'est incroyable. Toute la partie du lac Française est éclairée. On voit vraiment depuis le ciel toutes les Alpes qui naissent, on voit les premières petites collines qui tranquillement grandissent et on voit les 4000 de l'autre côté. Ah ça y est, je vois le Jura un petit peu au loin, on voit les crêtes du Jura, le Mont Tendre, le plus haut sommet de Suisse. Quelle région!